Marie Bonaparte, plus spécifiquement de la correspondance de Marie Bonaparte et de Freud, et évidemment, une partie, le thème sera sur la sexualité féminine, et c'est avec plaisir que le professeur Rémi Amoureau a accepté de venir nous parler, puisque c'est le professeur Amoureau qui a établi cette édition et qui a fait les commentaires sur cette correspondance. Les correspondances de Freud, en général, sont toujours très agréables. C'est très dynamique, très chaleureux, et parfois on voit, comme celle par exemple de Ferenczi, l'intimité vraiment des deux personnes qui sont en correspondance. Et celle de Marie Bonaparte, c'est aussi presque comme celle de Ferenczi, puisque c'est l'analyse, elle présente. Peut-être, je vous laisse la parole, vous pouvez déjà dire comment ça s'est passé. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir présenter cette correspondance et de pouvoir aussi échanger. D'avoir l'avis de psychanalyste, c'est aussi extrêmement intéressant pour moi, parce que voilà, je l'aborde en historien, puis c'est intéressant de nourrir et d'avoir d'autres points de vue. Donc je me réjouis aussi de la discussion. Ce que je vais faire, c'est que je vais présenter le projet, et puis je vais aller dans la direction de l'intérêt de Marie Bonaparte pour la question de la sexualité féminine, qui doit être un peu contextualisée. Sinon, on risque de rater des éléments. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de contextualiser cette présentation, cet intérêt qu'elle a autour de la sexualité féminine. Et ça permettra après peut-être aussi d'échanger autour de cela. Peut-être d'abord un petit peu d'où vient ce projet. En fait, moi j'ai une formation en psychologie, puis en histoire. À la fin de mes études de psychologie, assez rapidement, je me suis rendu compte que j'étais plus historien que psychologue. D'ailleurs, vous êtes responsable de la chaire d'histoire de psychologie à l'Université de Lausanne. Tout à fait. Et donc, j'ai cherché un moyen de continuer à travailler notamment sur la psychanalyse, ce qui m'intéressait beaucoup à l'époque, mais dans une position plus distanciée. Alors, j'ai amené à faire une thèse. Il se trouve qu'à ce moment-là, moi, je m'intéressais beaucoup au rapport entre biologie et psychanalyse, évolutionnisme et psychanalyse, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup. J'avais opté pour un autre angle, et puis est arrivée la possibilité de travailler sur les archives de Marie Bonaparte, mais pas celle-là. Celle-là vient de Washington, c'était les archives de Paris, à la Bibliothèque nationale de France. Il y a aussi des archives un peu partout, j'en parlerai après. Notamment, on en a à Paris, et à Paris, à la PNF, donc il y avait un appel aux chercheurs pour pouvoir classer ces archives. Donc, moi, j'ai classé ces archives et j'ai fait ma thèse en échange, avec un petit financement, la possibilité de pouvoir avoir un accès privilégié à ces documents, ce qui était, j'avoue, une époque formidable, de pouvoir être le premier à consulter ces documents, beaucoup de correspondances. Et comment c'est venu cette idée Marie Bonaparte? C'est parce que je voulais travailler sur l'évolutionnisme, sur la biologie, et j'avais commencé à travailler plutôt sur l'évolutionnisme allemand. Je me débrouillais un petit peu en allemand, mais ça impliquait de partir en Allemagne pour devenir vraiment complètement bilingue et travailler des textes écrits en gothique. Enfin, des écritures un petit peu qui demandent une formation de paléographie, en tout cas, j'en parlerai un petit peu pour ça. Puis, du coup, j'ai commencé un petit peu à travailler dessus dans mes études, j'ai fait un article, puis après je me suis dit, bon, il faut trouver autre chose, ou il faut partir en Allemagne. Et à ce moment-là est arrivée la possibilité de cet appel à chercheurs de la BNF. Ma directrice de thèse m'a dit, c'est l'occasion d'y aller, donc j'y suis allé. Et donc j'ai travaillé sur elle, sur ses archives, et plutôt sur son réseau de relations, son réseau relationnel, avec des archives, en fait, en gros, si on simplifie, ces archives personnelles sont plutôt à la BNF, ces archives de psychanalyse sont plutôt à Washington. Même si, comme elle a donné beaucoup d'archives, la frontière est souvent floue, et on trouve des documents à Washington qui sont liés à sa vie personnelle, et à Paris qui sont liés à la psychanalyse. Donc j'ai travaillé sur ça, et puis à ce moment-là, j'ai fait une thèse, que j'ai par la suite publiée, centrée sur ces relations avec la biologie, effectivement, c'est ce qui m'intéressait. Et puis, j'ai eu un accès privilégié aux archives Bonaparte. Je connaissais bien. Il y en avait d'autres qui étaient aussi au Texas. Je suis allé travailler là-bas, à différents endroits. Et puis, je savais qu'en 2020, se libérerait une partie de ces archives de Washington, qui était la partie qui intéressait beaucoup de gens, mais tout le monde n'était pas au courant. Il y avait un certain flou là-dessus. Une partie qui intéressait pas mal de monde quand même, c'était notamment sa correspondance avec Freud,
des mémoires, et toute une série aussi d'autres documents, de correspondances auxquelles on n'avait pas accès, de textes littéraires qu'elle avait écrits, de notes, etc. Donc je savais qu'il fallait attendre 2020. Donc j'ai attendu 2020, j'ai fait d'autres choses. Et puis, quelques temps avant 2020, je me suis dit, je cherche un financement. Puis c'était ouvert le 2 janvier 2020, le jour de mon anniversaire. C'était presque un cadeau. Donc je me suis dit, il faut y aller. Et donc je suis parti quelques jours après. Donc j'ai passé une dizaine de jours à Washington. Et j'ai fait à peu près 10 000 photos. Parce qu'on va là-bas, en fait, on a peu de temps, j'ai une semaine, mais voilà, au moins 10 000 photos, je ne sais plus combien. Et puis après, on le retravaille ensuite. Dans ces photos-là, il y avait la correspondance avec Freud, il y avait aussi ses mémoires, il y avait aussi plein d'autres choses que j'avais copiées, mais j'avais surtout ciblé les mémoires et la correspondance. Et arrivé le coronavirus, juste après, donc j'ai eu du temps pour le lire, parce que le monde s'est arrêté, donc moi j'ai pu un petit peu me dire, tiens, j'ai quand même jeté un coup d'œil. Assez rapidement, j'ai vu que c'était intéressant, assez rapidement, j'ai vu aussi que c'était difficile d'accès. Pourquoi ? Parce que Freud et Marie Bonaparte écrit en allemand et en français, je dirais il y a un petit quart en français, le reste en allemand. Je connais assez bien son écriture parce que j'ai beaucoup travaillé sur elle. Elle écrit quand même très mal, et puis elle écrit n'importe où. Elle écrit dans le train, elle écrit dans son lit, elle écrit dans son bureau, mais peut-être rarement. Elle écrit souvent n'importe où, ce qui fait que son écriture est des fois difficile à pouvoir saisir. J'avais l'habitude, mais quand même, il y avait une masse de documents. Et l'écriture de Freud est écrite en Kurenschrift. Donc c'est une écriture qui est aujourd'hui assez... tout le monde ne sait pas la lire, c'est difficile à lire, il faut des formations particulières. Un peu à ce moment-là, je me suis dit, mais comment je vais faire ? C'est pas évident de... Qu'est-ce que c'est une écriture en abrégé ou Non, c'est une graphie particulière, c'est vraiment un peu gothique. Okay. Ça, et puis il y a eu plusieurs périodes, en plus, Freud, c'est vraiment Kurenschrift, c'est fin du 19e, puis Sütterlin, c'est début du 20e. Il y a différents types d'écriture, et en fait, il faut vraiment être germaniste, puis même paléographe. Moi, j'ai cherché pendant 6-8 mois, pendant le coronavirus, je contactais des gens ici, là. En même temps, il ne fallait pas trop que j'en parle non plus, parce que je voulais quand même garder, parce que voilà, j'avais encore pas d'éditeur, donc il fallait quand même être un petit peu précautionneux, parce que ça pouvait intéresser d'autres personnes, et en même temps il fallait trouver des gens. Donc j'ai cherché dans mes contacts, et ça n'a pas très bien marché. Et des historiens comme Falzeder que déjà... Falzeder, c'était la personne qui aurait pu faire, mais Falzeder il a malheureusement des problèmes de vision actuellement, des troubles visuels assez sévères qui l'empêchent de faire ce type de travail. Sinon, ça aurait été la personne à contacter. Que j'ai contacté d'ailleurs, qui m'a gentiment répondu. J'ai contacté un peu plus tard, mais qui m'a expliqué que c'était pas possible pour lui. Il y avait des germanistes, j'aurais pu trouver des gens en Allemagne, mais finalement, c'est à Lausanne. J'ai pu trouver une collègue en littérature, Karine Croza, qui se trouve qu'elle enseignait à ses étudiants germanistes des cours de paléographie. Donc elle leur apprenait le cours de chiffres. Et déchiffré. Donc ça tombait, ils avaient fait 3 mois intensifs et elle m'a donné les noms des étudiants qui avaient eu les meilleures notes. Et puis il y en a une qui a accepté de le faire. Et donc du coup la partie comme ça allemande a été retranscrite, ce qui m'a permis d'avoir un texte lisible, voilà, même s'il y a encore du travail dessus. J'ai pu échanger avec différentes histoires avec des éditeurs, mais en tout cas j'ai pu échanger finalement avec grâce à une collègue de Paris qui connaissait un peu la famille Bonaparte, parce que on avait déjà participé à une exposition ensemble qui était sur Marie Bonaparte au début des années 2010, puis il y avait des petits contacts, et finalement là, il y a eu, la famille était d'accord, mais était d'accord si c'était avec Flammarion. Donc Flammarion a accepté, et puis ils ont trouvé un traducteur, donc Olivier Manoni, un très bon traducteur de l'allemand, qui a beaucoup traduit les correspondances de Freud, Ettingen, il a fait, je pense, il a fait Martha, il a fait plusieurs correspondances. Quel rapport entre lui et Octave et Maud ? Aucun. D'origine corse, mais il n'a pas de lien. Puis c'est lui aussi, d'ailleurs ça prend tout son sens ici, c'est lui aussi qui a traduit Mein Kampf, la traduction qui a été faite assez récemment, avec une édition critique. Lui, il a fait la traduction, et il a publié un livre qui s'appelle Traduire Hitler, qui est son expérience de traducteur, qui est assez intéressant. Donc il connaissait toute la partie sur le nazisme qui est présente à la fin de la correspondance. Moi, il avait aussi beaucoup d'éléments qu'on a discuté, parce que c'était un travail très circulaire entre lui, moi et puis l'éditrice.
Puis voilà, j'avais des bouts, moi je faisais les notes, traduisais en même temps, on revenait, posait des questions, c'était un travail très intensif. On a eu une contrainte de temps, donc il a fallu travailler très... tout le travail a pris peut-être 1 an et demi, mais la partie de notes, elle a pris 6 mois, ce qui était vraiment... j'ai travaillé comme j'espère ne plus faire, avec un rythme, ce qui fait qu'il y a eu des petits soucis aussi, j'ai pas pu tout faire tout ce que je voulais, après il y a des notes qu'on sautait, il y a des petits problèmes techniques, mais globalement c'était quand même une super expérience, ça s'est vraiment bien passé, et voilà, l'ouvrage a pu paraître, et puis là, je travaille actuellement avec Michael Schroeter, qui est un spécialiste de Freud aussi, qui est à l'édition allemande. Donc là, on travaille sur l'édition allemande actuellement, qui devrait, je pense qu'il va prendre quand même un petit temps parce qu'il retravaille un peu les choses, on travaille les choses un peu ensemble, ça va prendre 1 an et demi. Mais là, le livre continue, sa vie continue, puis c'est aussi un livre qui a reçu un prix récemment, j'étais à Paris récemment, parce qu'il a reçu un prix pour les correspondances, ça s'appelle le prix Sévigné, donc qui fait que ce livre a une vie, je suis très content, parce que c'est aussi un livre volumineux, près de 900 lettres. Voilà, puis toutes les correspondances de Freud, on est déjà habitués avec ça. Il est magnifique aussi, les notes, c'est très bien conçu. Oui, merci, je suis très content, mais c'est vrai que c'est un livre, pas forcément grand public. C'est quand même un peu un pavé, puis c'était un pari pour l'éditeur, parce que c'est quand même 1200 pages, etc. Mais ce livre a quand même eu, il a quand même une certaine vie, un certain succès pour ce type de livre. Je pense que c'est un succès tout à fait fort honorable. Donc ça c'est vraiment bien, et donc ça me permet d'être ici aujourd'hui, j'en suis... Et il a un public garanti. Oui, je pense qu'il y a une actualité, il a beaucoup été lu aussi par les psychanalystes, je pense, à raison, parce que c'est la dernière grosse correspondance de Freud, probablement, en termes de volume. Oui, c'est ça. Quelle était celle antérieure à celle-là? Il y a eu comme il y a eu la nouvelle édition de Fliss, mais qui était celle d'Abraham aussi, la nouvelle d'Abraham complète. Et Ferenczi aussi est aussi assez volumineuse. C'est la plus volumineuse. Je pense oui. Alors elle a été éditée plus aérée, donc c'est plus gros en termes de livres, mais c'est en termes de nombre de signes, je pense que c'est assez proche. Il faut la regarder. Ça va, il y a exactement 1 année, vous présentiez à l'Université de Lausanne cet ouvrage. Oui, ça fait 1 année. Ça fait 1 année, c'était... Oui, ça fait le livre un peu plus d'1 an. Le 25 janvier, à 2 jours près.